Merci, mesdames, messieurs. Il est le temps pour moi de passer sans autre transition à la toute dernière table ronde de ce colloque consacré toujours aux biocarburants, avec pour thématique la poursuite de la dynamique engagée. Pour ce faire, je vais inviter à monter sur scène et au pupitre Madame Sophie Raymond, qui est sous-directrice en charge de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques à la DGEC, à la Direction Générale Énergie-Climat, pour notamment un bilan de ce qui a été entrepris en France et un état des lieux là aussi, mais surtout de nouvelles données pour envisager ensemble une prospective efficace et documentée. Et Madame Raymond, de même, je vous proposerai de rester avec nous en table ronde si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Alors, il me revient d'introduire cette dernière table ronde. Un certain nombre de choses ont déjà été dites, notamment sur le cadre français, sur les développements qui ont été déjà engagés. Bon, je passerai assez vite. J'articulerai mon intervention autour de trois grands points. L'état des lieux en France, les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les biocarburants et puis les perspectives qui ont été données pour l'avenir. J'avais quelques transparents, je ne sais pas si c'est possible de les lancer. Voilà, merci beaucoup. Donc d'abord, quelle est la situation en France aujourd'hui ? Depuis 2007, la France s'était fixé des objectifs ambitieux, plus ambitieux qu'au niveau européen. Et ces objectifs sont aujourd'hui quasiment atteints dans la limite des contraintes techniques sur les carburants. Donc ça place aujourd'hui notre pays dans le peloton de tête en Europe, avec un bilan d'incorporation global de 6,83% en énergie. Je veux bien que vous passiez la suivante. Voilà, où on voit que donc en France, le taux d'incorporation est élevé. En revanche, on a des écarts selon les carburants, avec 5,66% pour les essences et 7,07% pour le gazoil. Donc on peut passer les deux suivants. On voit que sur la filière gazoil, on est légèrement en fait au-dessus de notre objectif. En revanche, il y a encore de la marge concernant les essences. Donc, depuis 10 ans, cette politique a été soutenue grâce à un double dispositif fiscal. D'abord, une mesure de soutien, la défiscalisation, qui va se terminer fin 2015. Et puis, un dispositif, une mesure contraignante d'incorporation, la TGAP, donc, qui impose un certain taux d'incorporation de biocarburants sous peine de pénalité pour les opérateurs qui mettent à la consommation. Donc on était à 7% en énergie. On est passé à 7,7% concernant le gazoil. Aujourd'hui, donc la situation française nous a conduit à avoir, cette politique a conduit à avoir des groupes industriels, agro-industriels de premier plan, avec à la clé des créations d'emplois et une économie importante. On peut noter aussi, alors ça a été évoqué dans les questions, depuis la transposition de la directive ENR, les opérateurs qui produisent des biocarburants doivent également démontrer que les biocarburants respectent des critères de durabilité. Pour cela, les opérateurs amont se sont structurés et ont développé des schémas volontaires qui ont été reconnus par la Commission européenne. Et ces critères sont de deux types. On a parlé des critères quantitatifs, donc ça va pouvoir montrer que les biocarburants permettent une réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui de 35% et en 2017 de 50%. Et il y a aussi des critères qualitatifs liés à l'usage des sols. Alors aujourd'hui, on l'a largement déjà évoqué, donc je ne reviendrai pas trop sur ce débat, les débats concernant la concurrence alimentaire et les effets de changement d'affectation des sols. Dans ces débats, le gouvernement a décidé de soutenir au niveau national et européen un plafond à 7% en énergie pour les biocarburants en concurrence alimentaire, ce qui veut dire que les 3% complémentaires doivent, pour atteindre les 10% d'ENR qu'on a évoqués aussi dans les transports, doivent donc être atteints avec des biocarburants issus de déchets ou de résidus, des biocarburants avancés ou des carburants alternatifs, biogaz ou électricité renouvelable. Cette position nous semblait équilibrée parce qu'elle permet à la fois donc, de préserver des investissements réalisés, mais aussi d'appliquer le principe de précaution en limitant les effets potentiels sur les prix des denrées alimentaires et sur les bilans de gaz à effet de serre. Pour maintenir la position qui a été la position forte donc, qui a été établie aujourd'hui sur les biocarburants, il y a un effort important de soutien de R&D aux biocarburants avancés qui est porté depuis plusieurs années. Alors ça se traduit à travers des soutiens de projets intégrés qui traitent de l'ensemble de la chaîne,
comme le projet Biotifuel, le projet Futurol ou le projet UPM, qui est lui soutenu dans un cadre de financement européen d'R300, ou des projets qui concernent des briques technologiques. Alors, on peut citer le projet SB2P. On a aussi des cadres, des projets qui sont développés dans le cadre de plans industriels, les plans industriels chimie verte, biocarburants en cours, qui soutiennent donc qui développent des projets sur différentes briques technologiques. Alors, construire une des questions de la table ronde pour poursuivre cette dynamique engagée était de savoir dans quelle mesure on pouvait asseoir et construire sur le socle existant. Donc, tout d'abord, sur la situation en France, on peut noter que le diesel, la consommation de diesel est 4 fois plus importante que celle des essences en France. Et on retrouve ce même ratio dans les biocarburants. Ce déséquilibre est très largement supérieur à ce qu'on peut avoir en raffinant du pétrole brut, ce qui veut dire que l'incorporation de biocarburants dans les essences vient finalement, doit faire face aux excédents d'essence qu'on trouve sur le marché français et sur lequel il est de plus en plus difficile de trouver des débouchés. En revanche, l'incorporation de biodiesel qui est produit en France est bien effectivement bénéfique et permet de limiter, enfin l'ensemble est bénéfique, mais permet le biodiesel vient en plus effectivement limiter notre déficit de balance commerciale pétrolière. Alors depuis cette année, ça a conduit à des objectifs dans chacune des filières qui ne sont plus strictement identiques. On a maintenu cet objectif de 7% dans les essences et on est passé en TGAP à 7,7% dans les gazoils. Néanmoins, ces objectifs restent non fongibles. Alors, pour les essences, ce qu'on peut, en termes d'enseignement à tirer, on peut noter que, quelles que soient les matières premières et les procédés de transformation, on obtient toujours de l'éthanol qui est ensuite incorporé directement ou sous forme de TBE, ce qui veut dire que l'apprentissage qui a été acquis sur la première génération peut être développé et directement réutilisé pour le développement de la deuxième génération. On parle de modalités d'incorporation, de logistique de transport, avec une distribution qui est déjà adaptée à la gestion de plusieurs qualités de produits, ou alors de spécifications de carburant qui peuvent. Dans le cadre du biodiesel, c'est un peu plus compliqué puisqu'on fait face à des situations différentes selon les matières premières et selon les procédés de fabrication, avec les esters méthyliques d'huile usagée ou d'huile animale, les biogazoles de synthèse, HVO ou Firstrops. Donc notamment dans le cas des carburants de synthèse, on s'affranchit aujourd'hui de certaines difficultés qu'on pouvait rencontrer dans les esters, comme les questions de transport pipe et de contamination des produits, les questions de stockage et de stabilité à l'oxydation ou les problèmes de tenue à froid. Donc ça veut dire qu'en changeant à la fois la source et les procédés, on doit acquérir un nouvel apprentissage pour le développement de ce qu'on appelle les deuxièmes générations concernant le biodiesel. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire sur les biocarburants avancés, c'est que déjà, ils nécessitent encore des développements et qu'ils coûteront plus cher, puisqu'on doit mettre à la fois des procédés nouveaux, des logistiques amont et parfois aval nouvelles en place. Donc, il est important d'accompagner ces développements et de donner les bons signaux aux investisseurs pour leur permettre de se développer. En France, quels sont les objectifs? Donc, on a déjà parlé des objectifs actuels des 10% d'ENR dans les transports en 2020. Donc, ils seront atteints en France principalement avec les biocarburants et notamment avec les biocarburants avancés. Donc, ces biocarburants avancés viendront dans un premier temps en complément des biocarburants en concurrence alimentaire. Nous sommes sur une bonne trajectoire en France pour atteindre cet objectif, même s'il faut mieux structurer les filières de biocarburants à partir de déchets et résidus qui sortent de leur statut de déchets justement lorsqu'on les réintègre. Par ailleurs, pour ces résidus, ils sont particulièrement intéressants pour la filière biocarburant aussi parce qu'on a une traçabilité qui est bien établie, donc est bien en place. Donc c'est un autre avantage. Et par ailleurs, il faut poursuivre aussi nos efforts de développement de biocarburants à partir de l'ignocellulose. Monsieur de Berthuis avait évoqué tout à l'heure le fait que ces nouvelles sources
ces nouvelles matières premières, donc les huiles usagées, les graisses animales, la biomasse, qu'elle soit agricole ou forestière, vont faire place à des conflits d'usage, des hiérarchies d'usage qui vont devoir être établis, puisqu'ils peuvent trouver aussi d'autres débouchés, être valorisés en biocarburant, mais aussi en biométhane, en chaleur. Donc il y a peut-être ces questions qui vont se poser dans le développement. Pour donner les bons signaux, donc on a parlé de la TGAP qui a fait ses preuves et qui va être maintenue. Alors elle pourrait évoluer. Des questions peuvent se poser sur une sous-segmentation ou non, de donner des sous-objectifs au sein de la TGAP. En tout cas, on s'appuie, la politique de développement des biocarburants en France s'appuie sur cette TGAP. Et aussi dans le cadre du double comptage qui est prévu par la directive ENR, qui est transposée et mise en œuvre en France par arrêté. Donc on a ce procédé de double comptage qui permet de valoriser les biocarburants avancés. Et les plafonds devront évoluer pour s'adapter aux besoins et aux capacités de production. Nous pouvons noter aussi que la complémentarité entre les biocarburants doit s'apprécier en intégrant également les limitations techniques sur les carburants, ce qui veut dire qu'on a un ensemble de contraintes, et dans cet ensemble de contraintes, les opérateurs sont amenés à chercher la meilleure optimisation entre les différents types de biocarburants. Alors, pour une vision après un peu plus long terme, même si elle vient vite, donc on a parlé du cadre 2030, le cadre européen énergie-climat 2030 qui fixe un objectif du global dans le mix énergétique et dans le projet de loi de transition énergétique. Un objectif ambitieux aussi de 32% de NR dans la consommation énergétique finale a été établi, qui ne pourra être atteint qu'avec une contribution significative de le transport. Alors, on l'a évoqué aussi, je crois, un sous-objectif potentiel dans les transports qui viendra peut-être après la loi et a priori dans le PPE, la programmation pluriannuelle pour l'énergie. Donc, un chiffre de 15% de NR dans les transports a été avancé, sachant que ce 15% de NR dans les transports peut comprendre les biocarburants, mais aussi le biogaz qui a été évoqué tout à l'heure ou l'électricité renouvelable. Par ailleurs, donc la LPTE fixe aussi un autre objectif ambitieux de réduction de 30% des énergies fossiles. Alors là, au travers de politiques complémentaires, à la fois l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules avec le développement du véhicule 2 litres au 100, le développement de reports modaux, de la route vers le rail, vers le fluvial, que ce soit pour les transports de passagers ou que ce soit pour le fret, et puis le développement d'énergies alternatives, comme les biocarburants, mais aussi le biogaz, l'électricité et l'hydrogène. Voilà, donc l'atteinte de ces différents objectifs repose donc aussi sur le développement de solutions nouvelles, avec la poursuite des efforts de R&D, la poursuite du soutien à l'innovation. Je pense que la table ronde permettra d'évoquer les différentes pistes. Merci Madame Raymond. Merci Madame Raymond. Table ronde à laquelle je vous invite à participer également pour pouvoir nous apporter quelques compléments d'information au fil des échanges. Vont vous rejoindre sans plus tarder 3 autres intervenants. Monsieur Pascal Manueli de la direction de la stratégie marketing et services de Total, président de la commission, par ailleurs président de la commission normalisation des carburants en France. Monsieur Pierre Porot, qui est directeur adjoint du centre de résultats procédés de IFP Énergie Nouvelle, responsable programme biomasse vert carburant. Pardonnez-moi. Et enfin Nicolas Rialan, qui est responsable éthanol et bioénergie à la Confédération générale des planteurs de betteraves. Monsieur Rialan, bonjour. Merci de vous installer. Merci de votre présence aussi, avant tout. Comme vous le savez, nous procéderons à quelques échanges ensuite. Vous êtes un petit peu moins nombreux, donc je pense qu'on va pouvoir faire un tour de table peut-être un petit peu plus rapide. Je vais me tourner vers Monsieur Manueli pour commencer, du groupe Total. Donc vous pourrez nous rappeler à cette occasion quelles sont vos missions et surtout en tant que président de la commission de normalisation des carburants en France, puisque vous avez un rôle particulier avec cette deuxième casquette, si je puis dire. Alors s'il fallait rappeler la légitimité de votre présence, je voudrais juste
rappeler à l'assistance que vous êtes avec ce groupe premier distributeur européen de biocarburants. Ce qui n'est pas neutre. Ça représente d'ailleurs un certain volume dont vous allez peut-être nous donner quelques informations. Je vous laisse nous présenter tout ça pour nous remettre un petit peu dans le contexte suite à l'introduction de Madame Raymond et pour illustrer concrètement ce que vous faites sur le terrain. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, les biocarburants, c'est une vieille histoire pour Total et on a parlé beaucoup des biocarburants depuis 2000, depuis le début de l'après-midi. Et en fait, c'est une histoire qui a même commencé avant, au début des années 90, où on a recherché un certain nombre de synergies entre carburants fossiles et biocarburants. Et on a parlé un petit peu de l'ETBE tout à l'heure, qui a été largement développé et utilisé pour remplacer le plomb, ou alors les esters méthyliques de colza à l'époque qui étaient utilisés pour compenser la lubrifiance des diesels à très basse teneur en soufre ou en aromatique. Donc on a démarré l'histoire des biocarburants autour de synergies et de performances apportées par les biocarburants dans les carburants fossiles. Et ça n'a pas été qu'une histoire au départ de réglementation ou d'utilisation, c'était bien la performance qui était recherchée. Vous avez commencé antérieurement pour des raisons purement performance et besoins techniques. Donc ça, c'est un premier point. Et puis depuis, effectivement, la réglementation a évolué. Donc on a été entraîné vers cette incorporation de biocarburants. Et aujourd'hui, la totalité des gazoles commercialisés par Total et par la profession en France contiennent 7% volume d'ester. Et si on regarde côté essence, donc il y a un certain nombre de grades différents de carburant essence qui contiennent tous des composés oxygénés, de l'ETBE et de l'éthanol. Là où la distribution française distribue environ 30% de samplon 95E10, Total est pratiquement à 70% de samplon 95E10 dans ses stations en France, avec donc une avance très significative par rapport à la profession. Donc on s'est vraiment engagé depuis le départ dans cette logique des biocarburants en France et en Europe. Merci, Monsieur Manueli. Monsieur Porot, je vais vous laisser vous présenter également. Et je crois me souvenir que vous nous avez amené quelques illustrations pour étayer votre propos. Donc, n'hésitez pas à faire appel à la régie pour ce faire. Vous êtes, je le disais, directeur adjoint du Centre de résultats procédés. IFP Énergie Nouvelle, je ne sais pas si on l'appelle encore Institut français du pétrole. C'est un petit peu... Alors, ça a peut-être évolué historiquement ou... Oui, tout à fait. Son nom maintenant, c'est IFP Énergie Nouvelle. On a voulu marquer par ça le fait qu'à peu près la moitié de nos activités maintenant est concentrée sur effectivement les énergies renouvelables, sachant que l'autre moitié effectivement est plus traditionnelle et vient de nos activités dans le domaine du fossile, du pétrole et du gaz. Je pense que si je suis là au nom de IFPEN, c'est parce que IFPEN est un porteur d'innovation. On a développé des procédés depuis très longtemps. On les a amenés au niveau industriel et sur le marché, en particulier le biodiesel ingé. On peut se targuer d'avoir été pionnier en la matière. Et maintenant, IFPEN ne travaille plus sur la première génération, où les innovations sont d'ordre, je dirais, incrémental et industriel. Et nous sommes focalisés sur la deuxième génération, et en particulier dans les projets qui ont été évoqués, Biotifuel et Futurol. Et donc, j'ai amené deux petites planches pour essayer de montrer la situation de la deuxième génération à ce jour, essayer de dresser un petit tableau rapide de ce qui se passe. Alors ça, c'est d'abord la situation globale de la production de biocarburants dans le monde. Ce qu'elle veut... Voilà. Ah oui, ça devient dangereux là. Voilà, avancez de 20 cm. Effectivement, les courbes sont frappantes. Monsieur Rialan aussi, je crois, parce que vous êtes tout près tout près de la fosse là derrière vous. Donc oui, on va prendre de la marge. On va essayer d'éviter les accidents du travail à l'occasion de ce colloque-là. Donc ces courbes sont issues de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Et elle dresse le tableau de la production de biocarburants dans le monde et elle montre très nettement qu'il y a eu une croissance très forte dans les années 2000 et puis un net arrêt à partir de 2009-2010. Et dans les trois régions du monde qui sont leaders, à savoir l'Europe, les États-Unis et le Brésil, et ceci pour des raisons différentes. On n'a peut-être pas le temps de s'étaler sur ces raisons, et on en a évoqué tout à l'heure, en tout cas en Europe, mais en tout cas avec la courbe de droite qui trace en fait la croissance de production, on voit très nettement qu'on a convergé vers zéro et qu'on stagne autour de zéro. Et l'essentiel de cette production, pour l'instant, c'est de la première génération. Alors, la deuxième planche, si vous voulez bien la passer, c'est celle pour annoncer, après une mauvaise nouvelle, annoncer une bonne nouvelle.
C'est une mappemonde qui représente toutes les unités industrielles existantes, mais j'ai bien dit industrielles, c'est-à-dire de production supérieure à 10 000 tonnes, existantes en deuxième génération. Et cette mappemonde était à peu près vide il y a 4 à 5 ans. Donc, ce à quoi on assiste, c'est un véritable décollage industriel de la deuxième génération, mais hélas, pas vraiment en Europe. Alors, peut-être rappeler quelques petits éléments. Qu'est-ce que c'est que la deuxième génération? C'est l'utilisation de la lignocellulose. Alors, que ce soit des déchets, du bois ou autre chose, on ne va pas appeler ça déchets, on va appeler ça résidu. Le terme sera plus juste et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que, quelque part, dès qu'on regarde un déchet, il a déjà les dollars ou les euros qui montent dessus. Bon, par contre, on s'y intéresse de près. Voilà. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, ce qui a dit tout à l'heure est vrai, c'est que parmi ces unités, il y en a, on va dire, une bonne moitié qui sont en fait une combinaison de première et de deuxième génération. C'est-à-dire qu'effectivement, qui font une continuité entre l'utilisation de matières de type alimentaire et des matières lignocellulosiques. Alors pourquoi on s'intéresse à la deuxième génération? C'est que potentiellement le gisement exploitable est d'un ordre de grandeur plus grand que celui de la première génération. C'est-à-dire qu'on espère à peu près avoir accédé à plusieurs milliards de tonnes équivalent pétrole d'énergie primaire par la lignocellulose. C'est à peu près l'équivalent de la production pétrolière mondiale, l'ordre de grandeur, en tout cas en ordre de grandeur. Donc le gisement est beaucoup plus important. Par contre, il y a un obstacle, c'est que la lignocellulose, c'est réfractaire et les procédés pour la convertir sont plus complexes, donc plus coûteux. Donc le pari qui est fait sur la deuxième génération, c'est quoi? C'est j'ai accès à une ressource beaucoup plus large et a priori que j'espère moins chère, ce qui reste à prouver, mais avec un procédé plus coûteux. Un coût d'accès, en tout cas, direct, un coût d'accès plus important et plus élevé. Donc voilà. Plus d'investissement, j'imagine. Exactement. Plus capitalistique aussi, on imagine. Alors, derrière. plus capitalistique et effectivement avec une gestion de cette ressource qui, pour l'instant, est encore balbutiante. Par contre, elle est de moins en moins balbutiante. La preuve, c'est que quand vous avez des compagnies comme Dupont de Nemours ou Abengoa qui commencent à bâtir des unités industrielles, c'est qu'a priori, ils ont accès à une ressource et ils annoncent une ressource, effectivement, qui leur permet de viser une véritable compétitivité avec le fossile. Et des études sont publiées en ce moment qui montrent qu'à 2020 ou 2025, on va atteindre la compétitivité avec le fossile. Alors ça va pourvu oui. qu'on arrive à préserver une ressource à un prix acceptable. Voilà, alors ça va être une question essentiellement de dimension, d'installation, une question de procédé, une question de technologie? Non, c'est vraiment une question, c'est plus une question de procédé. Les procédés, on peut dire, sont quasiment matures. Ils sont maîtrisés, du moins, je dirais, à l'échelle de démonstration. Il y a encore toute une phase d'apprentissage industriel qui reste à faire et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un encadrement et d'une réglementation publique qui aide à ces décollages. Et on voit sur la mappemonde que cet encadrement réglementaire est bien plus favorable en Amérique qu'en Europe. Sinon, on pourrait penser largement que les situations seraient similaires. Elles ne le sont pas parce que l'encadrement réglementaire n'est pas le même. C'est d'abord ça qui est en jeu et puis le coût de la ressource. Et donc en fait, le vrai problème du coût de la ressource, le vrai problème de cette filière G2, c'est plus les procédés, c'est maintenant le coût de la ressource et l'organisation, la logistique qui va permettre d'aller chercher cette ressource à un prix acceptable par le producteur et de la ressource et par l'utilisateur de la ressource. Donc tout ça pour dire que le contexte européen et français en particulier, certes, il est existant, il y a des choses, mais on voit bien que pour l'instant, le contexte est vraiment pas favorable et que les investisseurs en Europe ne se ruent pas sur la deuxième génération. C'est le moins qu'on puisse dire. Juste une petite précision, je profite de votre diapo pour préciser simplement ceux du fond de la salle qui ne verraient pas bien. Donc on a en vert la voie thermochimique et en rouge la voie biochimique. Juste un petit mot là-dessus pour vous faire un peu le distinguo. Alors effectivement, là on rentre un petit peu dans le détail technique, mais la voie biochimique, en simplifiant outrageusement, c'est celle qui permet, à partir de la lignocellulose, d'aller vers l'éthanol, schématiquement, au travers de voies fermentaires, analogues à la voie fermentaire sur sucre en fait. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une convergence possible. Voilà ce qu'a évoqué M. Desmours tout à l'heure. Et les voies thermochimiques, c'est des voies qui vont plutôt être basées sur de la gazéification, puis des synthèses catalytiques et chimiques derrière, type Fischer-Tropsch, comme le projet Beautifuel. Futurol est un projet de type biochimique, et Beautifuel est un projet de type thermochimique. Le thermochimique, globalement, va plutôt vers le diesel et le kérosène, alors que le biochimique va plutôt vers l'éthanol et les carburants de type essence.
Bon, je simplifie rapidement. Oui, oui, tout à fait. Une dernière question à ce stade en termes de stratégie, justement, comme l'a bien expliqué Madame Alexandre tout à l'heure. Il y a des choix qui peuvent être faits en fonction, je dirais, de contraintes physiques. On avait parlé, par exemple, des transports non électrifiables, par exemple. Vous venez d'évoquer le kérosène. Est-ce qu'on peut imaginer que le kérosène fasse partie d'un objectif particulier, justement, pour la production future? Alors, le kérosène, c'est à la fois... C'est un vrai problème en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord ramener les choses à leur juste proportion. Pourquoi on est inquiet sur le kérosène et pourquoi les avionneurs sont inquiets? C'est parce qu'effectivement, faire voler un avion à l'électricité, c'est pas pour demain. Simplement, d'un autre côté, en termes de pénurie de kérosène, il faut savoir qu'on en est quand même très très loin. C'est-à-dire que les raffineurs ont des possibilités de convertir le diesel, une partie du diesel, une partie de l'essence vers le kérosène qui limite vraiment la crainte d'une pénurie. Et enfin, dernier point, il faut savoir que les avions, l'aéronautique n'est responsable que de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, aussi surprenant que ça paraisse. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ça a une image très négative, mais en fait, les impacts réels en termes de gaz à effet de serre sont très, très marginaux. Alors, cela dit, c'est vrai que les biocarburants pourraient contribuer à effectivement substituer une partie du kérosène fossile. C'est tout à fait possible avec les voies thermochimiques en particulier. Donc techniquement c'est possible, mais sur le plan de la compétitivité, c'est pas forcément... Alors sur le plan de la compétitivité, c'est beaucoup plus difficile que pour le routier parce que la difficulté, c'est que le kérosène est un carburant international qui obéit à une norme internationale qui doit donc être partout le même. Donc vous devez passer des obstacles normatifs beaucoup plus complexes. Oui. Et de surcroît, il n'est absolument pas taxé. Ce qui veut dire que toutes les aides dont pourraient bénéficier les biocarburants pour décoller sont absolument impossibles. Donc le surcoût actuel des biocarburants par rapport aux fossiles n'est absolument pas épongeable par des mesures publiques. D'où la difficulté du décollage. Mais faut-il vraiment décoller? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Monsieur Manueli, vous nous en direz peut-être quelques mots, mais je vais me tourner vers Monsieur Rialan, bien évidemment, pour faire connaissance avec vous également, Monsieur Rialan. Vous représentez ce qu'on appelle communément la profession agricole, les betteraviers, les producteurs de betteraves, donc betteraves à sucre, sous-entendu. Je vous laisse éventuellement rebondir sur ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la première table ronde, notamment avec l'intervention de Monsieur Desmours, que vous connaissez bien. Pour ce qui concerne l'éthanol en particulier, quels sont comment est-ce que vous intégrez les perspectives de la profession dans les scénarios qui ont été proposés, dans les différents scénarios possibles qui s'offrent à nous en matière d'éthanol? Dans le contexte qu'on a évoqué ensemble, quelles sont les réflexions actuelles de votre profession et des producteurs de betteraves en particulier? Est-ce qu'ils ont déjà pris un certain nombre de dispositions, de positions pour affronter différents scénarios? Ce que l'on constate, bonjour à tous, ce que l'on constate déjà, c'est que nous, on est acteurs de la première génération depuis l'origine, puisqu'on fournit la moitié de la matière première de la production française d'éthanol. Et on est aussi partie prenante de la deuxième génération, puisque nous faisons partie du tour de table du projet Futurol. Le sentiment que l'on peut avoir aujourd'hui, et je crois que ça a été bien dit depuis le début de cet après-midi, c'est que au niveau européen en tout cas, le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est un petit peu tout sauf la première génération. Comme si on voulait la balayer parce qu'on lui reproche énormément de désavantages, de défauts, qui malgré tout aujourd'hui ne sont pas totalement démontrés. Et je crois que ces derniers mois, il y a eu un certain nombre d'études et de publications qui ont mis à mal toutes les thématiques que l'on a beaucoup entendues sur la concurrence. D'ailleurs, la présentation de Madame reprenait le terme. Nous, ce que l'on constate, c'est que au lieu d'une concurrence entre l'alimentaire et l'énergie avec la première génération, on a une vraie complémentarité. Donc on a du mal à admettre tout ce qui nous est reproché. Et si on passe à la deuxième génération et que les unités, parce qu'on voit que ce sont aujourd'hui des unités de taille encore modeste comparées à ce qu'on a en première génération, mais si d'aventure on devait monter d'un cran, et Pierre Porot l'a bien souligné, la question qui va demeurer, c'est quel approvisionnement en biomasse. Et si on devait recourir à des cultures dédiées pour cela, là, en termes de concurrence, je ne vois pas tellement le changement. Ce serait même pire, puisque ça a été dit précédemment, il n'y aurait plus de production de coproduits pour l'alimentation animale. Donc, je pense qu'il faut bien réfléchir. Dans le cadre du débat européen auquel on assiste depuis plusieurs mois maintenant,
on constate un glissement sémantique assez inconfortable. C'est-à-dire que maintenant, on parle de biocarburants avancés. Donc c'est un grand tout dans lequel on met la deuxième génération véritable. Pierre Porot a rappelé ce que c'était. Donc ça associe de la biomasse lignocellulosique et une technologie dite de rupture, que ce soit du thermochimique ou du biochimique. Mais on y met aussi un certain nombre de biocarburants issus de déchets et résidus qui ne recourent pas spécialement à des technologies de rupture. Et donc l'équation économique de tous ces biocarburants avancés, pour reprendre le terme, elle est radicalement différente. Et ça veut dire que si l'on veut mettre en place des soutiens orientés, on doit différencier les choses. Et ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui pourrait se passer, c'est qu'on va mettre sur un pied d'égalité les soutiens à la véritable deuxième génération et les soutiens à des biocarburants plus traditionnels issus de déchets et résidus. Donc économiquement, le calcul il est vite fait. Les opérateurs ils vont plutôt préférer les productions qui ont les mêmes bénéfices à des coûts moindres. Et donc dans ce contexte-là, aujourd'hui, on voit très très mal comment on pourra avoir un décollage de la deuxième génération dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, la carte qu'a montré Pierre Porot en dit très très long. Tout se concentre aux États-Unis. Pourquoi là-bas ? Parce que depuis plusieurs années, on a un programme d'incorporation qui contient un contingent d'éthanol lignocellulosique. Point barre. Voilà. Et donc, ça donne de la visibilité, ça donne un cadre qui est fixe, qui n'est pas remis en question. A contrario, sur le théâtre européen, on a eu une directive en 2003, on a eu une directive en 2009, et en 2012, on a un projet de directive qui dit finalement, pour la première génération, alors que vous pouviez espérer faire 8,5% des 10% d'énergie renouvelable dans les transports en 2020, on va vous plafonner à 5%. Donc, si vous voulez, ça n'est pas vraiment le genre de mesure qui inspire beaucoup de confiance aux investisseurs et aux opérateurs des filières. Et donc, c'est vrai que, s'agissant de passer à la deuxième génération, je pense que les filières sont plus que refroidies. En tout cas, pas aussi motivé qu'on pourrait l'attendre, j'imagine bien. Juste pour revenir à comment dirais-je, ces scénarios dont je parlais, en quoi, parce qu'on a bien compris, vous représentez les producteurs de betteraves. Alors, dans la profession agricole en général, il y a une nomenclature, une sorte d'organigramme qui est assez segmenté, assez cloisonné, parce qu'il est très spécialisé. On a les oléoprotéagineux, les céréaliers. Là, vous représentez les producteurs de betteraves à sucre. Est-ce qu'on peut imaginer, sans parler de conversion, des évolutions possibles pour un secteur comme le vôtre, c'est-à-dire des mises en culture différentes ou des contributions différentes demain pour contribuer d'une façon ou d'une autre à la deuxième génération ? Et si oui, par quel biais ? Alors, spécifiquement, s'agissant du secteur betterave, on a avec la betterave une plante admirable, puisque les rendements ne cessent d'augmenter de 2% par an depuis plus de 30 ans. Une plante riche en sucre, et donc qui permet d'être transformée en des débouchés extrêmement variés. Alors aujourd'hui, les choses sont encore à l'état de réflexion, mais on pourrait imaginer d'utiliser le sucre des betteraves pour faire un biokérosène demain. Mais je pense que mon voisin de droite en dirait plus sur le sujet. Donc c'est le procédé Amyris, dont Total est actionnaire, et qui permet de transformer du sucre en une molécule carbonée longue, un C15, et qui après peut être hydrogénée et se substituer ou se mélanger avec du biokérosène. Il y a aussi à l'étude la production de butadiène à partir d'éthanol, donc là pour faire des caoutchoucs de synthèse. Donc effectivement, il y a un certain nombre de possibilités qui aujourd'hui sont seulement à l'état de recherche. Mais là, on est dans la chimie pure. Là, on parle du produit sucre pour des applications très diverses, comme matière première, voilà, pour faire un certain nombre de molécules dans des procédés dits de bioraffinerie, tout à fait. Merci, monsieur Rial. Alors, monsieur Manueli, on a parlé 2 fois du kérosène, donc vous allez pouvoir peut-être compléter, puisque vous êtes compétent en la matière. On ne passera pas toute l'après-midi sur le kérosène, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que ça fait partie effectivement de ces carburants assez difficiles à remplacer dans les scénarios les plus lointains, notamment pour ce qui vole et pour les camions. On l'a vu tout à l'heure, par exemple. Pour ce qui concerne le diesel, il y a des carburants comme cela qui seront de toute façon quasi incontournables. Alors voilà, qu'est-ce que vous faites pour ce type de produit ? Sur quoi travaillez-vous ?
Oui, côté Total, effectivement, donc on a montré tout à l'heure un petit peu notre implication sur la première génération, mais au-delà de ça, effectivement, on est également impliqué dans toute la partie recherche et développement autour des biocarburants de deuxième, voire de troisième génération, et que ça soit autour des filières thermochimiques ou biochimiques, telles que montrées par M. Porot juste avant. Et donc, dans ce cadre-là, on a à la fois des travaux en interne, des travaux en partenariat au niveau national, européen ou même international. Et donc, on vient de parler, entre autres, d'Amiris, qui est effectivement une société dans laquelle on a des participations et avec laquelle on a développé donc des molécules de deuxième génération, type biojet ou biogazole. Et donc, le produit issu de la filière Amiris vient d'ailleurs d'être homologué à la SCM, donc jusqu'à 10% dans le biojet. Donc, c'est une actualité toute récente et qui ouvre la voie à l'utilisation de ce genre de molécules dans la filière jet. Alors ça, c'est également sur le plan technique. Encore une fois, on a bien compris à travers vos différentes interventions à quel stade nous en étions au niveau de la maîtrise technologique. Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement déjà au-delà de la pure recherche, qui sont déjà opérationnelles, qui font l'objet de pilotes et même de production en grandeur nature, si je puis dire, enfin en grande dimension. Comment dirais-je, pardonnez-moi, je perds un petit peu le fil de ma question, mais enfin bon, ça fait 2 jours de colloque, je commence à fatiguer un petit peu. Je voulais vous interroger sur ce que disait à propos du kérosène, justement, pardonnez-moi, ça me revient, Monsieur Porot, sur le plan de la compétitivité. Voilà, sur le plan technique, c'est mature, on va dire, mais sur le plan de la compétitivité, il y a des points de convergence qu'il va falloir attendre. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête pour tous les procédés dits de deuxième ou de troisième génération. Donc il y a des pilotes industriels ou semi-industriels qui apparaissent. Cela étant, on n'est pas à un degré de maturité technique et surtout économique satisfaisant. Et donc, il faut que l'on travaille tous collégialement de manière à aller vers cette maturité économique. Donc ça, c'est vraiment un élément, et le chemin sera encore long avant que ces molécules soient compétitives. Ce qu'il faut qu'on ait aussi à l'esprit, et ça c'est vrai pour l'ensemble des technologies, c'est qu'on va vers une diversification de ces biocarburants, qu'ils soient de première génération ou 1,5 avec l'apparition des produits issus du recyclage notamment. Et cette diversification des biocarburants complexifie à la fois tous les programmes de recherche en termes d'adéquation carburant-moteur. Et quand je dis moteur, c'est moteur au sens large, d'une part, et complexifie les aspects logistiques. Donc il faut que les pouvoirs publics aient bien à l'esprit le fait que entre le moment où on développe un procédé et le moment où le produit va arriver dans la rue ou dans les airs, on a besoin de temps, on a besoin de visibilité et on a besoin surtout de réglementation qui soit pérenne et fiable. Si on n'a pas ça, on n'aura pas les programmes de recherche qui vont permettre de développer les filières et on n'aura pas le produit dans la rue. Merci. Allez-y, monsieur Porot. Et surtout, on n'aura pas les premiers industriels qu'on voit aux États-Unis et qu'on ne voit pas en Europe, ou quasiment pas. Je veux dire, un investisseur, s'il investit maintenant, il faut qu'il sache qu'il va pouvoir amortir son investissement jusqu'à 2030. Or, actuellement, la réglementation 2030, elle est tout à fait décourageante pour un investisseur de deuxième génération. En plus, si lui-même il a vécu le traumatisme de la première génération, c'est-à-dire qu'on lui a dit d'investir, il a investi et il s'est fait doucher brutalement. Chat échaudé, craint l'eau froide. Voilà. Voilà. Merci pour cette précision. Oui, je vous en prie. Peut-être juste un complément. Il faut aussi qu'on ait à l'esprit toute la problématique adéquation carburant-moteur. J'en ai parlé. Enfin, quand je dis moteur, c'est moteur, turbine et toute machine tournante. Tout système qui va utiliser. Si à un moment donné on rencontre des problèmes significatifs, on tue la filière. Et j'ai la prétention de pouvoir dire aujourd'hui que quand on regarde la première génération, la France a été le pionnier en termes de B7 notamment. On a été les tout premiers au monde à inventer le concept du B7.
Et on a fait ça. Vous pouvez préciser pour ceux qui n'auraient Alors jamais oui, entendu B7, parler. B7, excusez-moi, les acronymes. Donc c'est 7% d'ester dans le diesel. Donc on a été les pionniers et on a développé la filière B7 en France avant qu'elle soit reprise dans un premier temps au niveau européen et maintenant un peu partout à travers le monde. Et on a fait ça de façon collégiale et transversale en mettant tous les protagonistes autour de la table, que ce soit les producteurs de biodiesel, les constructeurs automobiles et les distributeurs. Et on a construit le produit tous ensemble. Mais ça a demandé du temps. Et on l'a fait proprement. On s'est mis des contraintes, tous autant qu'on était, de manière à sécuriser cette filière. Et ça a permis de développer le produit de façon fiable. Et aujourd'hui encore, on a des exemples. Enfin, on a eu quelques exemples en France, mais il y a surtout des exemples ailleurs en Europe où les gens sont sortis du cadre strict que l'on s'était imposé. Et systématiquement, ça a été un fiasco. Je vais ne citer que l'Angleterre. L'Angleterre aujourd'hui a un cadre beaucoup plus lâche vis-à-vis de l'utilisation du biodiesel que celui qui est utilisé en France. Et quand vous discutez avec les constructeurs automobiles, ils ont un taux de remontée de panne en Angleterre qui est alarmant. Donc vraiment, prenons le temps de développer les filières, de les développer proprement et ne tuons pas les filières avant même de les avoir lancées. Merci, Monsieur Manueli. Une toute dernière question, avant-dernière question, parce que j'aimerais bien entendre également Madame Raymond pour terminer cet échange. Avant de nous tourner vers la salle, juste un petit mot sur ce qu'on appelle la 3G, la troisième génération. Monsieur Porot, sans rentrer dans tous les détails, mais de quoi s'agit-il? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir? Voilà, de réaliste, on va dire. Alors, la troisième génération, c'est aller chercher la ressource qu'on va qualifier d'aquatique. C'est-à-dire, vous aviez une ressource de type alimentaire, première génération, une ressource de type bois, cellulose, c'est la deuxième génération. Et la troisième génération, c'est donc la ressource, on va dire, végétale, biomasse, aquatique, et je vais rajouter un qualificatif barbare, autotrophe. Pourquoi autotrophe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fonctionne par photosynthèse. Autrement dit, c'est des microalgues qui, par photosynthèse, vont capter le CO2 et vont faire de la matière végétale, de la biomasse. Et pourquoi je rajoute ça? Parce qu'il existe beaucoup de microalgues, de micro-organismes aquatiques qui, eux, se nourrissent sur sucre ou amidon. Et là, évidemment, ce sucre et cet amidon, il a fallu le produire quelque part. Ce n'est pas vraiment une troisième génération. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est, je dirais, pour moi, au stade laboratoire avancé. C'est-à-dire que la filière est assez, et même très coûteuse, parce qu'en fait, il faut brasser beaucoup d'eau, ou bien faire des investissements importants. Et du coup, il faut aller chercher, par exemple, pour les algues productrices d'huile, il faut aller chercher 1 gramme d'huile dans 1 mètre cube d'eau. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur le coût pour aller extraire ça. Donc pour l'instant, c'est très coûteux. Le bilan énergétique n'est pas très favorable. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Ça veut dire simplement qu'il y a du travail R&D en propre à faire. Ce n'est pas le même niveau de maturité que la G2, mais il faut travailler dessus pour avancer et on a de bons espoirs. Merci, Monsieur Porot. Alors, Madame Raymond, je n'ai pas de questions particulières à votre attention, si ce n'est que vous pouvez effectivement rebondir, puis reboucler en quelque sorte par rapport à votre introduction. Mais j'ai quand même juste une remarque à faire personnellement, quelque chose qui m'a frappé au cours de ces 2 journées à l'issue desquelles nous arrivons tout doucement. Monsieur Laurent Michel était là hier dans le cadre de la journée consacrée au bois énergie, dans lequel, comme vous le savez, on parle souvent de concurrence d'usage sur l'origine de la matière et sa destination, etc. Et je ne peux pas m'empêcher d'entendre un petit peu de manière transversale la même chose pour l'ensemble des bioénergies, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récurrent. À force de projets, à force d'initiatives, comme vous venez encore de le démontrer, Monsieur Porot, on finit par se demander comment va s'organiser le partage de la biomasse réellement disponible pour toutes ces destinations. Est-ce que vous avez des éléments, des données, des prospectives qui ont été faites là-dessus pour éviter les embouteillages, on va dire? Alors, j'aurais du mal à vous répondre précisément sur les j'imagine, analyses la question est prospectives très large et très complexe. Sur les répartitions par source et matières premières pour les différentes utilisations. Ce qui est clair, c'est que dans les objectifs qui sont donnés, il faut avoir à l'esprit qu'il faut rester cohérent et donc ne pas pousser un objectif trop fort. Au dépend d'un autre. Donc c'est un travail d'équilibre qui est pas très forcément, subtil, pas forcément simple à trouver.
Alors c'est vrai que dans la LPTE aujourd'hui, dans les grands axes qui sont donnés, il n'y a pas eu de sous-objectif, et cet objectif de global de NR n'a pas été divisé en sous-objectifs. J'entends bien les remarques aussi disant qu'il est important de donner de la visibilité et de bien caler les choses. C'est pour ça que l'objectif de cette programmation pluriannuelle de l'énergie sera d'aller beaucoup plus dans le détail et de caler selon les différentes énergies, sources et utilisations. Voilà. Et puis par ailleurs, je rebondirai aussi sur la remarque qui a été faite d'abord du fait qu'il y a encore du travail à faire et qu'il est important aussi dans le cadre des développements de nouveaux carburants ou de filières de bien prendre le temps de travailler avec l'ensemble des acteurs, puisqu'on a parlé de la matière première, mais il y a aussi tout ce qui est logistique, mise en place. Il y a le processus industriel, mais il y a aussi ensuite tout le processus de logistique et de distribution qui, dans le cadre des carburants, nécessite d'être mis en place. Intimement associé aux réflexions, évidemment. Merci, Madame Raymond. Alors, vous pouvez encore vous exprimer, puisque vous le savez, nous allons échanger avec quelques questions de la salle. Pour ce qui me concerne, la commande sera très facile, puisque, à la limite, le temps qui nous est imparti est celui qui correspondra à l'arrivée du ministre. Donc, n'hésitez pas à lever vos mains en attendant et à poser des questions directement à nos intervenants. Monsieur, vous avez levé la main, on va vous passer le micro immédiatement. Y a-t-il d'autres mains qui se seraient levées déjà, que je puisse les identifier par avance ? Alors, potentiellement, nous avons le temps d'en poser quelques-unes pour l'instant. N'hésitez pas à vous manifester. Monsieur, merci. Voilà, vous passerons tout de suite après. Monsieur. Merci. Arthur Ridaker, anciennement de la mission interministérielle de l'effet de serre. Ma question concerne l'évolution de l'utilisation des biocarburants produits en Europe. Quel danger et comment voyez-vous l'évolution l'utilisation des biocarburants produits en Europe compte tenu de la législation? On nous a dit tout à l'heure qu'en Allemagne, la législation était en train d'évoluer et s'il n'y a plus aucune protection, quel risque vous voyez dans l'évolution? Parce qu'on a souvent souligné l'intérêt des biocarburants pour différentes raisons, mais entre autres la chimie, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et c'est un secteur dans lequel on a des difficultés pour réduire les émissions, mais aussi la balance commerciale. Et là, comment est-ce que vous voyez l'évolution et quels sont les risques que vous voyez dans ce domaine-là? Monsieur Porot. Je rajouterais, alors, je ne vais peut-être pas me prononcer sur les risques actuels, parce que c'est vraiment un problème déjà plus fiscal. Par contre, je rajouterais un terme à la question, qui est la question de la sécurité énergétique. Il faut savoir que le raffinage européen est déficitaire et va être de plus en plus déficitaire en diesel. Au même moment, vous avez en Russie des investissements massifs pour produire du diesel et du kérosène, et avec un frein à l'export de brut. Je vous assure que ça inquiète un certain nombre d'acteurs qui sont à la frontière orientale de l'Europe, et que je ne peux pas m'empêcher de penser que les biocarburants ont quelque chose à dire dans ce débat. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est une composante que nous avons rarement évoquée à cette occasion et cette année en particulier sur cette édition du colloque. Mais ça avait longtemps été une question abordée de manière assez naturelle, à savoir cette sécurité énergétique. On parle, même en parallèle, évidemment, avec tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir avec la sécurité alimentaire. Mais là, techniquement et très clairement, le robinet n'est pas forcément ouvert définitivement sur 100%, comme c'est le cas actuellement, où on peut se servir pratiquement de manière illimitée. Donc c'est une prospective plus stratégique, évidemment de nature très régalienne et probablement du ressort des États. Mais c'est quelque chose que vous intégrez dans vos propres réflexions ? Nous, on est plus modeste que ça. Nous, on propose des procédés sur le marché et on essaye de lancer des innovations sur le marché. Mais de par votre histoire en tant qu'institut technique, mais c'est vrai que tout ce qui a à voir avec l'énergie, qui avait longtemps travaillé sur du purement fossile et importé. Oui, tout ce qui a à voir avec l'énergie, à voir avec la stratégie d'indépendance de chaque État ou de chaque nation. Donc, de toute façon, le problème se pose. Mais bon, attention, on est en train de parler de biocarburants, donc c'est une toute petite composante de ces dimensions-là. Il ne faut pas non plus grossir le trait. Mais quelque part, je pense qu'il y a une nouvelle... On a souvent évoqué cette question de la sécurité énergétique comme étant un des composants de la poussée des biocarburants, en particulier aux États-Unis. C'était une des motivations principales. Je pense qu'en Europe, on l'a longtemps mis un peu sous le boisseau parce qu'on était plutôt dans une économie ouverte.
peut-être est-on en train de changer. Merci. Merci pour votre question. Monsieur, question suivante. Il n'y a pas vraiment de réponse. Ah, pardonnez-moi. Vous vouliez changer de nouveau? Non, Pardon. non, en fait, je veux dire, j'ai pas eu de réponse parce que ça, on a un peu répondu à côté. C'est tout à fait intéressant, l'aspect géostratégique, mais j'ai pas eu de réponse à ma question. Madame Raymond. J'ajouterais juste un élément en termes de sécurité d'approvisionnement. Effectivement, les biocarburants sont un aspect et favorisent bien sûr la sécurité énergétique. Alors, plus globalement, je pense qu'il faut l'inclure dans la question générale aussi de la place du raffinage dans notre sécurité énergétique, puisqu'on sait dans la situation difficile dans laquelle se trouvent nos raffineries. Donc, on a une vraie question d'équilibre aussi, puisque raffiner sur le sol français permet aussi de favoriser notre sécurité énergétique. Donc on a tout un équilibre à la fois à la production des biocarburants, mais aussi sur le raffinage français et ce que peuvent produire, enfin, le maintien de nos raffineries en France. Merci madame. Si quelqu'un veut contribuer à la réponse depuis la salle, c'est tout à fait possible également, hein. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des éléments de réponse complémentaires pour réagir à la question de monsieur. Monsieur, question suivante, merci. Quid des OGM pour la production des biocarburants dans le monde? Monsieur Porot, vous avez des données là-dessus? Oui, alors effectivement, il y a des micro-organismes modifiés génétiquement qui sont effectivement utilisés pour la production d'éthanol. Ça, c'est effectivement en deuxième génération, c'est une des pistes qui est utilisée. Alors, il faut savoir que tout ça, en Europe en particulier, est extrêmement réglementé. Donc, le risque de contamination ou de propagation de ces micro-organismes est, on va dire, quasi nul. Hein, puisque moi, je ne viens pas du monde de la biotech et j'ai découvert à quel point les réglementations étaient draconiennes. Donc, effectivement, c'est une des composantes technologiques qui permettent des ruptures massives. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un exemple quand même du gain que ça a permis, je pense qu'il y a 5 ans, l'éthanol de deuxième génération, on était autour de 2 euros, 2,5 € le litre. Coût de production, hein, de production, même pas le prix. Les innovations de type MGM ont permis de baisser drastiquement une des composantes principales de ces coûts, si bien que maintenant, on tangente les 70 centimes du litre. Donc, alors, ce n'est pas uniquement les MGM, mais les MGM ont une contribution majeure. Micro-organismes génétiquement modifiés. Voilà. Alors, est-ce que telle était bien votre question, monsieur, ou est-ce que vous parliez ou faisiez allusion à la matière première? Voilà, la matière première agricole. Ah, alors voilà. Le blanc. Oui, alors il y a certains. Là, c'est un terrain glissant pour moi parce que je ne suis pas agronome. Monsieur Rialan, peut-être, au nom de. La réglementation OGM est un peu indépendante du sujet des biocarburants, c'est-à-dire que là où les cultures d'OGM sont autorisées, vous avez des biocarburants à base d'OGM, donc je pense aux Amériques, du Nord et du Sud, et en Europe, la culture n'est pas autorisée, et donc sauf à importer des matières premières, ce qui est quand même marginal dans la production de biocarburants, la première génération est produite à partir de matières premières qui ne sont pas OGM pour une très très large partie. Monsieur, vous proposiez une réponse. Oui, de la je vous laisse vous présenter. De la houlière Ryzen. Tout le maïs américain est OGM. La canne à sucre n'est pas OGM et il n'y a pas de canne à sucre OGM dans les 5 premières années. Mais gardons en tête quand même que OGM ou pas OGM, l'éthanol, c'est un produit chimique avant tout, ce n'est pas un produit vivant. Et que l'éthanol soit produit d'une matière OGM ou pas, ça reste un produit mort, c'est-à-dire c'est un produit chimique, ce n'est pas un produit vivant. Merci, monsieur, pour cette contribution. Question suivante. Monsieur, on va vous passer le micro tout de suite. Bonjour, Gilles Lacotaine pour les producteurs de céréales. On parle donc de la table ronde 2 de poursuivre la dynamique engagée. Moi, je voulais me concentrer sur la G1, puisque donc la G1, les usines sont déjà en place. Elles sont installées, elles produisent depuis quelques années et produiront pendant 5, 10, 15 ou 20 ans.
Et donc la question c'est quelle dynamique à poursuivre pour la production de bioéthanol ou de biodiesel de G1, sachant qu'aujourd'hui on réfléchit beaucoup sur l'efficacité énergétique et on définit des politiques qui sont segmentées, d'un côté efficacité énergétique et de l'autre côté utilisation de biocarburants. Est-ce qu'il est possible pour poursuivre la dynamique engagée de mixer ce type de politique, par exemple en développant des modèles de voitures qui combinent l'hybridation et l'utilisation de biocarburants, par exemple de l'hybride, on va dire bio-GNV, de l'hybride flex-fuel, etc. Est-ce que c'est pas ça aussi une dynamique qui permettra à la fois d'augmenter l'utilisation de biocarburants et en même temps de poursuivre le fonctionnement de nos bioraffineries de G1 qui fonctionnent aujourd'hui, qui auront des emplois qui seront toujours là en 2020, en 2025 et en 2030. Est-ce que c'est un levier, M. Manueli, que cette orientation ? Alors, c'est potentiellement un levier, mais un levier qui est à moyen long terme, puisque les technologies là n'existent pas. En revanche, par rapport aux chiffres qu'on évoquait depuis le début de l'après-midi, on voit qu'on a encore de la marge entre l'objectif qui nous est alloué aujourd'hui, et donc si on parle de l'éthanol pour les céréales, avec les 7% d'objectifs qui sont imposés à l'ensemble des distributeurs, et la réalité du terrain. Donc il y a encore des marges de progrès avec les produits d'aujourd'hui et les véhicules d'aujourd'hui, et on peut aller plus loin dans l'environnement de distribution actuel et de technologie et compatibilité des véhicules actuels. Donc s'il y a un axe à faire avancer rapidement, je pense que c'est avant tout celui-ci. Et je disais tout à l'heure, le marché est à 30%, là où Total est à 70% aujourd'hui de samplon 95E10. Donc on voit que le marché peut encore largement progresser. Sans vouloir me faire votre propre avocat, telle n'est pas ma mission, mais j'imagine et je crois savoir qu'en termes de distribution, vous avez aussi des limites en termes de diversité de produits, etc. Enfin, je pense qu'il y a certaines contraintes de logistique qu'on ne peut pas dépasser. Oui, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a des contraintes logistiques en termes de nombre de produits que l'on est capable de passer dans les pipes, nombre de cuves que l'on a en station, et tout ça, ce sont des éléments effectivement qui limitent le développement de produits alternatifs. Ouais. Donc je pense qu'avant d'aller vers d'autres produits, il faut avant tout déjà qu'on optimise l'utilisation des produits existants, et on a encore des marges de progrès dans ce sens-là avant d'aller envisager d'autres technologies au sens large. Puis il y a eu des substitutions parfois qui ont eu lieu. Je vois, on peut tous constater dans certaines stations la disparition d'indice 98 au profit de SP10 par exemple. Est-ce que c'est des substitutions de capacité de stockage qui se sont faites avec le marché ? En tout état de cause, ce sont les contraintes logistiques locales qui conduisent à un moment donné à des choix. Parce qu'on ne peut pas multiplier. Si on veut multiplier les grades, la première contrainte logistique, c'est le pipeline. Et multiplier les grades dans le pipe, c'est diminuer l'efficacité en termes de transfert et du coup la nécessité de passer un certain nombre de produits par la route. Merci Monsieur Manueli. Alors que nous accueillons Monsieur Stéphane Le Foll qui nous rejoint pour la clôture de cette... dans un timing parfait, Monsieur le Ministre, parce que nous sommes en train de terminer les échanges sur cette deuxième table ronde consacrée à la poursuite de la dynamique engagée quant au biocarburant. Et nous en étions au temps des remerciements. Donc j'invite toute la salle à remercier par quelques applaudissements nos intervenants. Alors, pour ce qui me concerne, je vais rapidement m'effacer de cette scène pour laisser la partie officielle de la clôture et les intervenants principaux, comme vous le savez. Pour commencer, Jean-Louis Bal, le président du CER, ensuite Monsieur Le Picard, Cyril Le Picard, le président de France Biomasse Énergie, et la clôture officielle ou inversement éventuellement avec Monsieur le ministre. Je vous laisse vous organiser, la scène est à vous. Merci à tous pour vos contributions, pour votre